sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse aujourd'hui à la crypto-monnaie. Ça parle peut-être à certains, peut-être que d'autres ne connaissent pas encore cette nouvelle monnaie. On parle de Bitcoin notamment et on va s'intéresser aujourd'hui à ce processus de Bitcoin, comment ça fonctionne, comment ça marche, quel est son avenir avec un passionné de crypto-monnaie. Il s'agit de Eric Olivier. Bonjour Eric. Bonjour Grégory. Merci de venir nous faire partager votre passion aujourd'hui sur le plateau de Rendez-vous Matin. Avec grand plaisir. Donc on va parler de Bitcoin, on va parler de crypto-monnaie. On va parler certainement de Bitcoin et crypto-monnaie, tout en sachant que le Bitcoin dont tout le monde parle aujourd'hui, enfin depuis récemment, depuis surtout la grande vague de l'année passée, c'est surtout la valeur de cette monnaie qui est montée au ciel là, pendant très peu de temps finalement et qui a attiré tous les caméras sur cette monnaie. Mais en fait, cette monnaie Bitcoin, ce n'est qu'un des aspects de la technologie qui est derrière et qui est, à mon avis, la technologie la plus intéressante dans les années qui vont arriver. C'est la technologie, ce qu'on appelle des blockchains. Alors, blockchain, c'est un mot assez barbare, hein, qui simplement veut dire qu'on va stocker toute une série d'informations d'une manière complètement sécurisée, d'une manière donc immutable, qui sera donc impossible de modifier par la suite, et qui n'aura pas besoin et qui sera en fait partagée dans toute une série d'ordinateurs dans le monde entier, donc qui n'a pas besoin d'unité centrale pour contrôler, pour vérifier l'exactitude de ça. Tout se fait par informatique. Mais alors ça marche comment justement, enfin, alors, parce que les gens comprennent bien, finalement le Bitcoin, ça marche comment? Ça marche comment? Eh bien donc, le Bitcoin, c'est simplement, on va dire, une valeur que je vais t'échanger. Je vais te donner un Bitcoin et toi, tu vas me donner en échange. Il y a le fameux exemple de la pizza qui a été vendue 10 000 Bitcoins il y a quelques années. Et donc, c'est simplement cette monnaie, comment est-ce que ça va se passer? Donc, j'ai moi-même un portefeuille virtuel, parce que tout ça, c'est l'informatique, hein, c'est la monnaie. Donc, je vais grâce à mon adresse, t'envoyer un Bitcoin. Et toi, comment est-ce que je vais t'envoyer ce Bitcoin? Je vais t'envoyer sur l'adresse que tu vas me donner. Et ce sont des adresses, c'est une série de chiffres, donc c'est de nouveau de l'informatique. En t'envoyant ce Bitcoin à ton adresse, je vais, moi, avoir mon compte qui aura été modifié. J'aurai, moi, un Bitcoin et toi, tu auras plus un Bitcoin. Donc, cette transaction sera stockée dans un espèce de grand livre, en fait. Et ce grand livre, il est partagé sur des milliers d'ordinateurs dans le monde. Donc, impossible après de modifier cet échange que j'ai fait. Quand tu as reçu un Bitcoin, c'est immutable. C'est aussi transparent parce que maintenant, c'est visible d'une certaine manière de voir que toi, tu as ce Bitcoin et moi, je n'ai plus. Et on voit la somme globale de Bitcoin qu'on a chacun de… Alors, il est possible de voir cette somme. Alors, il y a des techniques pour éviter de voir ça. Il y a notamment des monnaies qui cachent tout à fait l'origine. On ne sait pas savoir du tout qui tu es, on ne sait pas savoir qui je suis. Mais il est possible aujourd'hui, en principe non, donc toi et moi on n'aura pas accès à ça, mais il est possible par une technique très très sophistiquée d'arriver à te localiser pour savoir tiens oui finalement c'est toi, c'est ton adresse et ton adresse toi on sait que tu es à tel endroit etc. Donc il est possible de faire ça, ça s'est illustré notamment dans le grand scandale qu'il y a eu il y a quelques années au niveau des bitcoins avec le Silk Road, des trafics de drogue qui sont faits par Bitcoin, ce qui a donné une réputation assez sulfureuse à ça. Mais on a retracé le gars grâce à justement à ces adresses. Et quel est l'avantage du coup du Bitcoin? Enfin, comment dire, surtout comment on peut éviter les virus, comment on peut éviter de se faire pirater son compte Bitcoin, quelle valeur ça a? Enfin, Alors, on a plein de questions sur… Je reviens là-dessus. Donc, de nouveau, les transactions qui sont faites sont immutables. Donc, ton Bitcoin t'appartient, sauf si tu perds ton adresse. C'est comme si tu avais un portefeuille, tu les jettes à la flotte, tu perds ce qui est dedans. C'est la même chose à ce niveau-ci. Donc, tant tu gardes ton… Oui, ce que je veux dire, c'est si on perd son portefeuille, on perd sa carte de crédit, mais on peut refaire une carte de crédit, on ne perd pas son argent. Alors là, on parle de portefeuille à de l'argent dedans, parce que c'est pas une carte de crédit, c'est ça. Et en fait, le gros avantage de la technologie blockchain, c'est qu'on n'a plus besoin d'intermédiaire, puisque je fais directement la transaction de moi à toi, sans passer par une banque ou par n'importe quoi. C'est de la peer-to-peer, en fait, de personne à personne. Ça, c'est une chose. Sans intermédiaire, de manière complètement rapide, ça se fait avec la… Alors,
La rapidité, ça c'est un autre souci, c'est que c'est une technologie qui est encore assez jeune, on va dire. Il n'y a pas de traçabilité, donc il peut y avoir du blanchiment d'argent aussi. Euh, oui, ça c'est effectivement, ben, c'est comme partout, je veux dire, de toute façon avec l'argent liquide aussi, hein, Mhm. on peut utiliser cet argent pour n'importe quel type de trafic, ça se fait aujourd'hui couramment. Oui, et c'est un peu l'ombre qu'on donne sur ces technologies, alors qu'en fait c'est un outil formidable, quoi. C'est un outil vraiment Mhm. de transfert mais pas seulement d'argent, un transfert de valeur. On peut transférer une propriété, on peut donc, aujourd'hui on dit un bitcoin c'est de l'argent, mais on peut faire une transaction sur base d'une propriété, sur base d'un tableau, Et d'une comment on fait musique, justement, etc. quelle valeur a le Bitcoin? Parce que quand on estime un tableau à, je sais pas, 150 000 dollars, ça vaut combien de Bitcoin? Alors, ok, le Bitcoin, c'est une valeur qui était très fort, enfin qui est très fort volatile, donc qui monte, qui descend très fort. Aujourd'hui, en temps T, elle a une valeur qui est, aujourd'hui, je crois ce matin, c'était 6200 dollars, donc elle a un peu à Donc baisser pour un le moment. Bitcoin, c'est 6200 dollars. Aujourd'hui, Ok. donc c'est monté jusqu'à 20 000 il y a une année, grosso modo, et donc en début 2017, c'était 1000 dollars. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on veut se lancer dans cette monnaie, il faut investir minimum 6200 dollars. Pas du tout. Alors justement, le Bitcoin, ça c'est la valeur de Bitcoin. Mais le Bitcoin en fait est divisé ce qu'on appelle en Satoshi, qui est un 100 Ok. millionième de Bitcoin. Donc Ok. tu peux investir 1 dollar ou Ok. 10 cents en Bitcoin, pas de problème. Et on fait comment justement si on est intéressé? On s'adresse à qui? On va où? Alors On fait voilà, quoi? donc aujourd'hui on a des outils qui sont des plateformes d'échange, qui sont malheureusement encore un peu la centralisation, donc on est encore au début de tout ça, mais il y a des sites phares, bon, le plus connu c'est Coinbase, donc il suffit de se mettre là-dessus, de s'identifier, parce qu'on a quand même besoin, tu parlais de trafic d'argent, etc. On a quand même besoin de s'identifier avec carte d'identité, etc., avant d'avoir accès à ces plateformes. Et une fois que tu... Pour préciser. Ok. Alors du coup, Eric, comment ça se passe justement si on souhaite intégrer, enfin voilà, si on veut nous aussi acquérir du Bitcoin? Alors ça c'est simple en fait. Donc on a pour ça ce qu'on appelle les plateformes d'échange. Donc d'échange qui vont permettre d'échanger de la monnaie fiat, donc la monnaie des dollars, des euros, vers de la cryptocurrency. Et acheter effectivement soit un bitcoin, mais je vais dire aussi au passage qu'on a aujourd'hui à peu près 1000 valeurs qu'on peut acheter comme ça différentes. Les valeurs les plus importantes sont les bitcoins, Ethereum, Litecoin, Ripple, enfin vous trouvez ça rapidement sur ces plateformes d'échange. Alors quelle valeur acheter? La plus standard, la plus facile, c'est effectivement le bitcoin. Donc Mais vous me conseillerez quoi justement si ben, aujourd'hui je souhaite acquérir un petit peu de Bitcoin? moi, pour le Bitcoin, c'est donc Bitcoin, c'est ça qu'on achèterait comme valeur, je veux dire. Donc, s'inscrire sur Coinbase, qui est un site, il y en a d'autres, hein, mais c'est le plus connu, on va dire. Il y a Kraken, etc. Donc, une fois qu'on inscrit là-dessus, le site est assez bien fait. Donc, tu vas recevoir une adresse et tu vas dire bah, combien tu vas acheter de Bitcoin. Tu dis, je vais acheter pour 1000 dollars de Bitcoin, ou 100 dollars, ou 10 dollars de Bitcoin, comme tu veux. Tu vas donc transférer de ton compte US ou le compte de ton argent vers cette plateforme et automatiquement tu vas alors acquérir, ils vont t'acheter pour ton compte les bitcoins. Mhm. Et donc tu vas avoir une adresse avec tes 10 dollars de bitcoin. Et ces 10 dollars de bitcoin, ils t'appartiennent. Donc tu en fais ce que tu veux, tu leur dessus, ou tu dis tiens voilà maintenant je voudrais acheter du Litecoin ou une autre valeur qui est sur le marché. Eh bien tu vas alors échanger cette fraction de bitcoin, hein, mais peu importe, hein, donc pour tes 10 dollars, Ouais. c'est 0,001 bitcoin que tu auras, tu pourras l'échanger contre un Litecoin ou autre chose. Et à ce moment-là, t'amuser un peu à choisir les valeurs qui t'intéressent, parce que derrière, à chaque fois, ce sont des projets qui sont intéressants. Donc, ça demande un peu d'études, savoir, tiens, voilà, ici, donc il y a le domaine bancaire, mais il y a aussi le domaine du real estate, il y a toute une série de projets qui sont derrière ces currencies. Et donc, à toi de choisir un peu le projet qui t'intéresse, dans lequel tu vas investir. Parce que j'ai vu justement qu'on pouvait acquérir des appartements sur Miami notamment en Ouais. Bitcoin. Ah oui, oui. Alors de nouveau, même chose. Donc cet argent qui est sur ta wallet, dans ton portefeuille, dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu peux avoir pour 10 000, 100 000, 200 000, peu importe, dollars dessus. Et eux, alors ça c'est assez nouveau parce qu'ils prennent aussi, donc ils prennent la valeur du Bitcoin au moment où tu l'achètes, évidemment, parce que Ouais. comme je te dis, Bah oui. ce matin Ah, c'est ça passé à fluctue. 6200, hier c'était 6300, donc il y a quand même... et ils calculent, ils font l'échange au moment où tu fais la transaction d'acheter. Et alors, à ce moment-là, tu retournes dans le système normal, c'est-à-dire que tu as ton appartement, etc. Mais plus tard, ça se fera au niveau aussi en blockchain, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir les papiers, etc., tout ça se fera de manière transactionnelle. Donc, au lieu d'avoir des bitcoins sur ton wallet, tu auras d'autres valeurs, style ton appartement, style ceci, qui t'appartiendront sur ton wallet privé. Donc, qui seront complètement aussi sécurisés, immutables, et personne n'aura la possibilité de changer le destinataire de ça aussi.
Donc, c'est des changements énormes qui vont arriver. Et justement, quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça va pouvoir améliorer? Qu'est-ce que ça va pouvoir changer finalement? Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer qu'on aura l'information d'une manière directe, donc sans intermédiaire, de manière sûre aussi. Donc, quand tu vas acheter un appartement aujourd'hui, tu passes par un notaire qui va faire toutes les recherches. Ça va lui prendre 3 jours ou 3 mois pour faire ses recherches. Ça va te coûter de l'argent. Ici, ça sera fini parce que toutes ces transactions seront stockées dans une sorte dans la database, donc la chaîne de transactions. Et ça sera de manière accessible, de manière complètement transparente. C'est-à-dire, tu pourras, la maison que tu as achetée, effectivement, elle appartient à toute l'histoire de l'historique. Et maintenant, on a fait une transaction qui fait qu'elle t'appartient à toi. Donc ça, c'est un des domaines. Donc, plus de notaire, plus de banque. Les transactions vont se faire de manière complètement de personne à personne et de manière complètement sûre. Alors aussi, par exemple, pour c'est un exemple assez intéressant. Toutes les grosses boîtes, pour le moment, sont occupées à travailler sur les projets blockchain, notamment Walmart. J'ai regardé une émission hier là-dessus. Et le gars qui est en charge des blockchains pour Walmart, il a dit, ben voilà, j'étais un moment dans un magasin de Walmart, j'ai pris des mangues, qui étaient coupés en petits morceaux et tout. Je voulais savoir d'où viennent ces mangues. Il a donné ça à son équipe et dit, donnez-moi la traçabilité de ces mangues. Il a fallu 6 jours pour faire tout le trajet pour trouver ça. Et maintenant, c'est quelques mois après, donc ils ont réussi à faire toute cette traçabilité via la technologie blockchain. Il prend un paquet test et il le prend. Et là, il lui faut 2 secondes pour trouver toute la traçabilité parce que tout a été stocké et c'est accessible de manière complètement transparente et immutable. On est certain que toute la chaîne de transaction est disponible de cette manière. Donc ça, c'est pour la chaîne de distribution. Maintenant, on a aussi pour la comptabilité de société. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les comptables? Ils notent toutes les transactions. Ça amène effectivement parfois à des gros problèmes. Il y a eu des fraudes, etc. Et bien, de nouveau, tout ça ici, tous les Arthur Andersen, enfin les Big Five, après, sont eux très très attentifs là-dessus aussi parce que ça va échanger énormément leur domaine. On ne va plus passer par eux. Toutes ces transactions seront stockées automatiquement. Donc, ce boulot-là sera plus indispensable et sera de façon accessible de manière complètement claire et nette. Donc les actionnaires de société pourront voir exactement toutes les décisions qui ont été prises de manière transparente. Il n'y aura plus des gens derrière qui vont... ça ne sera plus possible. Et donc justement, on voit qu'il y a beaucoup de choses à développer encore sur le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie donc. Vous, Eric, à votre niveau aujourd'hui, ce qui vous intéresse, on voit que vous êtes passionné du sujet, ce qui vous intéresse, c'est de devenir conseiller un petit peu pour le particulier, pour les entreprises. Comment vous voyez l'avenir dans le... Je crois qu'il y a un domaine énorme qui s'ouvre dans cette technologie, c'est l'éducation justement. Parce que je crois que 95 ou 90% ont entendu parler de ça, mais ne savent pas du tout comment ça fonctionne et c'est mystérieux. C'est vrai que c'est assez technique encore aujourd'hui. Et la technique, quelque part, n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est de voir ce qu'on en fait de ces techniques. Donc, il y a ce domaine de l'éducation qui me passionne. Et c'est dans cette direction que je voudrais aller, avec éventuellement, alors de ma formation d'ingénieur commercial, de faire le lien entre la technique et l'utilisation concrète de cette technologie. Donc voilà, c'est plus ce domaine-là, effectivement, qui m'intéresse et je focalise là-dessus. J'ai suivi des cours Berkeley, etc. Donc pour vraiment m'ingurgiter cette matière. Et plus je lis, plus je suis excité. Donc c'est vraiment. On le voit en tout cas que vous vivez cette crypto-monnaie. Le Bitcoin. Si on a des informations, on peut, voilà, si des questions à vous poser, on peut s'adresser donc au mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. Merci beaucoup en tout cas, Eric, d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est vrai que le Bitcoin, c'est un sujet assez compliqué. C'est que le début, c'est en train de se développer. Et en tout cas, bonne continuation pour vous. C'est gentil. Bonne recherche. Merci. Et à très bientôt, Eric. Ok, super, Gabriel. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings.
1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. On s'intéresse une nouvelle fois aux actes notariés qui ne pourront plus être effectués par les ambassades et les consulats de France à partir du 1er janvier prochain. C'est dans moins d'un mois. On avait évoqué déjà lors d'une précédente émission la solution à adopter. On en reparle aujourd'hui avec Maître David Willig. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors merci de revenir un petit peu sur le plateau de Rendez-vous matin pour faire encore la lumière sur ce sujet qui est très important pour la communauté française. Donc plus d'actes notariés délivrés au sein des consulats et des ambassades dans moins d'un mois, à partir du 1er janvier prochain. Oui. On avait évoqué le Civil Law Notary Oui. la fois précédente, donc un titre que vous détenez depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Oui. Et on avait un petit peu expliqué la différence avec le Public Notary, et les différences entre les deux statuts. Oui, et je pensais, Grégory, qu'il valait un deuxième regard avec le peu de temps qui reste avant la suppression des actes notariés auprès des consulats et des ambassades français, parce que j'avais expliqué que cette loi, j'étais même un peu sceptique lors de la proposition du projet de loi. Pourtant, il a été accepté par la législation en Floride. Nous sommes pratiquement le seul des grands États, on est le seul. Il y a aussi Alabama, c'est un petit État, mais en Californie, ça n'existe pas. En New York, ça n'existe pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français, tant des justiciables que des consulats, qui sont un peu aux abois, à savoir qu'est-ce qu'on fait à partir du 1er janvier 2019. Ce sera la solution. Et comme on le disait, la panique, c'est un petit peu dans les pays anglophones, finalement. Pratiquement dans les pays anglophones où il n'existe pas vraiment le genre de notaire qui existe en France. Par contre, tous nos voisins ici en Floride, pratiquement tous nos voisins, nos proches voisins, se servent de ce système notarial. Par exemple, le Québec, le Mexique, toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, sauf Jamaïque, par exemple, Guyane anglaise. Donc je voulais faire un deuxième regard pour parler un peu des démarches qui sont facilitées avec cette figure du notaire en Floride, aux États-Unis, le Civil Law Notary. Alors justement, vous avez rencontré une dame il y a plusieurs années. Oui. Donc le statut de Civil Law Notary n'existait pas encore. Voilà. Et elle avait un problème par rapport à la pension de son mari, c'est bien ça? En fait, elle était veuve d'un Français, un militaire, qui était censé pouvoir toucher une pension militaire. Et pendant des années, elle luttait vraiment pour avoir ce que lui était dû. Et la première fois que j'ai regardé la liste des documents et d'actes à fournir, j'ai dû lui dire, malheureusement, ce n'est pas possible dans la situation actuelle. Mais peu après, cette législation a été adoptée en Floride. J'ai eu mon office notarial parmi les premiers. C'était au mois de décembre 1998, donc il y a 20 ans. Et j'ai pris la liberté de reprendre contact avec elle pour lui dire, Madame, je pense que dès maintenant, il y a une solution. Il y a une possibilité pour qu'elle puisse récupérer sa pension. Donc, on a repassé la liste des documents requis. On a pu faire pour elle un acte notarié.
Et un mois après, elle a commencé à percevoir la pension de son mari. Donc finalement, Donc, ça a été très rapide de reprendre le dossier, d'ajouter un acte notarié à l'intérieur de ce dossier pour pouvoir faire évoluer la situation. Une fois qu'il nous a mis à notre disposition en Floride Ouais. les pouvoirs, si vous voulez, d'un notaire, c'était très facile. Avant, c'était difficile, voire impossible. Voire impossible. Donc, depuis 20 ans, j'ai fait beaucoup d'actes dits ordinaires, des procurations. Donc c'est-à-dire ordinaire, ça concerne qui, quoi, comme sorte de document? Des Français, par exemple, une procuration, si un Français qui habite en Floride n'est pas en mesure de se déplacer et qui doit donner pouvoir à quelqu'un en France, une procuration en la forme authentique. Donc, il fallait un notaire comme en France, mais ça n'existait pas aux États-Unis, mais maintenant ça existe. Donc, j'ai fait beaucoup de procurations, beaucoup d'actes, comme j'ai dit, typiques, ordinaires, mais je voulais parler ce matin de quelques actes un peu inusuels, un peu inhabituels, qui ont aussi produit des résultats incroyables. Donc comme des dons, c'est ça? Comme des cadeaux qu'on On pouvait peut faire des dons. En fait, j'ai fait un acte pour une donation parce que traditionnellement, historiquement, dans le monde anglo-saxon, pour faire donation d'un bien meuble, par exemple la tour Eiffel devant vous, on faisait simplement ce qu'on dit, la tradition manuelle. Je donne manuellement et on reçoit et ça y est. Mais pour faire un cadeau à la République française, il y avait un artiste qui avait besoin d'un acte de donation. Donc c'est un artiste français qui vivait dans le sud de la Floride. Un artiste français qui habitait en Floride depuis très longtemps, Ouais. depuis les années 60. Et qui a souhaité faire un cadeau donc, au consul de France de l'époque. Voilà, et c'était le cadeau de sa propre œuvre, c'était un artiste. Mais la République française, avant de pouvoir recevoir ce cadeau, Il fallait un acte notarié. il fallait un acte notarié. Un artiste ne pouvait pas simplement donner le tableau. En fait, la vraie raison, c'était pour étudier les antécédents de cette œuvre d'art. S'assurer qu'elle ne soit pas volée ou qu'il n'y ait pas des problèmes. Exactement. Et donc, à la suite d'une année, l'arrêté a été publié dans le journal officiel. Donc, mon acte en tant que notaire américain a été reconnu en France. Pratiquement une année plus tard, parce qu'il fallait faire la recherche des Donc il a antécédents. fallu attendre un an pour offrir le cadeau à la République française? En fait, pour faire l'acceptation, Ouais. il y a eu après un acte d'acceptation qui a été signé par le consul général de France à l'époque, c'était M. Bouchard. Et puis, on a eu une petite déjeuner festif pour marquer l'occasion. Donc, c'était un grand pas en avant pour les notaires en Floride parce qu'il a été reconnu, publié dans le journal officiel. Et donc, finalement, je voulais parler aussi pour revenir aux relations avec d'autres pays qui ont cette tradition notariale parce que dans les pays dits de droit civil, ils sont autour de nous, comme j'ai dit, le Québec, le Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Argentine, par exemple, c'est un pays de notaires. Le Brésil, le Chili, la Colombie, même le Venezuela, maintenant ça a changé un peu avec le gouvernement actuel, mais historiquement, c'était un pays de la tradition notariale. Donc, je voulais raconter une autre anecdote. J'avais un client, c'était un Colombien, et son épouse m'a appelé un jour. Elle a dit, elle était aussi dans une situation un peu paniquée. Elle m'a expliqué que son mari a été arrêté en Colombie. Et il s'agissait d'une sorte d'infraction financière. Ouais. Je pense que c'était un chèque sans provision. Je n'ai pas eu le temps vraiment de rechercher ce que j'ai fait. Mais j'ai la mémoire d'avoir fait un acte en tant que notaire qui a été envoyé à la Fiscalía General de la República en Colombie. Donc les services fiscaux finalement du pays.
En fait, Et c'était pas qu'est-ce que c'était vous avez- qu'est-ce que vous avez le indiqué procureur de la République de Colombie. Ouais, Fiscalia, c'est le d'accord. procureur. Et qu'est-ce que vous avez indiqué finalement dans votre acte? Parce que votre client, donc on le rappelle, il a émis un chèque sans provision. Donc vous, en tant que notaire, vous avez effectué quoi comme acte? Soi-disant, il a mis un chèque. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en Colombie, mais il a été arrêté apparemment pour quelque chose concernant un chèque sans provision. J'ai fait un acte notarié. Je l'ai envoyé au procureur de la République en Colombie. Et une semaine plus tard, ce monsieur était devant moi à Miami, mis en liberté en Colombie. Il a pu prendre l'avion. Il est arrivé, comme j'ai dit, une semaine plus tard à Miami. Donc, d'où l'influence finalement des notaires, enfin l'importance. Voilà, de voilà, ces parce personnes-là. qu'il y a une sorte de réciprocité qui existe Ouais. dans ce monde. Mhm. Donc, le procureur en Colombie a reconnu l'acte. Il a lâché cette personne, il l'a mise en liberté. Et donc, c'était encore un témoignage de la puissance de cette loi en Floride et de la possibilité de dénouer vraiment des problèmes pratiquement avant qui étaient sans solution. Et donc justement, cette puissance est à employer, à utiliser à partir du 1er janvier prochain. On n'aura pas d'autre choix. Nous, les Français, Obligatoirement. pour avoir des actes notariés, il faut se pencher vers un civil law notary. Donc, Oui. vous êtes diplômé depuis une vingtaine d'années, Oui. comme on l'expliquait, maître David Willig. Et justement, si on est intéressé, comment on peut se permettre de vous contacter? Tout à fait. On peut appeler à notre cabinet, c'est 305-860-1881. J'ai aussi un mail qui est spécialement pour les actes notariés, c'est dswchkd@aol.com. Et si vous avez un acte notarié, même parce que nous sommes pratiquement le seul État aux États-Unis, certainement parmi les grands États, donc effectivement, nous sommes en mesure même d'aider des gens, des Français New York, aux États-Unis Los Angeles, qui ne sont ou pas en Floride. Soit on peut se déplacer si l'acte vaut le voyage, le déplacement, ou bien une personne qui se trouve par hasard en Floride, on peut recevoir un acte pour eux. Également dans ce sens-là. Voilà. Soit vous déplacez, soit vous pouvez aider des personnes Exactement. résidentes dans d'autres Exactement. États. Merci beaucoup, maître David Willig, d'être venu nous préciser Donc, merci, sur Grégory. cette situation. Donc, je le rappelle, à partir du 1er janvier 2019, plus d'actes notariés émis par les consulats et les ambassades de France dans le monde entier. Donc, voici une solution, le Civil Law Notary, En Floride. dont on a la chance d'avoir en Floride. Merci beaucoup, maître. À très Merci. bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, une émission à retrouver comme à chaque fois sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine